Pour beaucoup de puissances, l'Afrique, ça fait partie des opportunités qui s'offrent à ces puissances-là pour se tirer d'affaire. On sait que la Chine a beaucoup d'appétit en ressources naturelles. On sait que les États-Unis veulent le contrôle de l'ensemble des ressources du continent. On sait que les pays européens considèrent les anciennes colonies comme leur propre chasse gardée. Et donc, c'est tout naturellement que tous les pays qui envisagent de jouer un rôle important sur la planète s'intéressent à l'Afrique. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de surprises à voir l'Arabie saoudite vouloir jouer un rôle plus accru. Maintenant, ce qui est préoccupant, c'est qu'on n'a pas l'impression que l'Afrique, elle a une vision assez précise de ce qu'elle veut. On parle de plus en plus d'un monde multipolaire, mais est-ce que les continents africains, les dirigeants des États africains, donnent l'impression qu'ils veulent que le continent africain soit un autre pôle du monde multipolaire? Si c'est le cas, il y a beaucoup de choses qu'il faut ficeler à l'échelle du continent avant de rencontrer des partenaires. Mais de l'autre côté, on voit bien des attitudes isolées, parcellaires, partiales, des États qui vont en désordre, convoqués par une autre puissance et qui n'affichent pas un bloc. Pourtant, en plus des organisations sous-régionales, nous avons une organisation continentale, l'Union africaine. Ne peut-on pas réfléchir pour aller dans l'unité vers les puissances? Les réflexions sont faites. Si je prends le cas de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, il y a eu des réflexions intéressantes qui ont été faites depuis des décennies sur comment l'unité africaine doit se faire, sur comment promouvoir une Afrique autonome, sur comment, même dans le cadre des programmes d'ajustement, il y avait un cadre de référence pour les programmes d'ajustement structurel. Tout ça, il y a eu des réflexions. Et surtout le plan d'action de Lagos. Donc, depuis 1975, ces réflexions existent, elles sont là. Mais le fait est que plus personne n'y accorde d'intérêt. Nous volons de gadget en gadget. On nous dit aujourd'hui que c'est le développement durable. Après, c'est le développement, je ne sais pas quoi. Après les OMD, c'est les ODD. Après les ODD, on va nous passer à autre chose. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas visiblement préparés pour dire à la force du monde, voilà ce que nous voulons être. Et c'est en fonction de ça que nous discutons. Ils sont nombreux les pays musulmans ou des musulmans tout court qui reprochent à l'Arabie saoudite de ne pas jouer un rôle de leadership pour la libération du peuple palestinien. Mais ça ne peut pas être possible parce que l'Arabie saoudite, pendant longtemps, stratégiquement, a été sous le joug américain. L'Arabie saoudite a joué presque le même rôle un rôle concurrent, voire complémentaire avec celui d'Israël. L'Arabie saoudite, ce qui l'intéresse, c'est d'être le leader du monde arabo-islamique. Mais quand il s'agit de se confronter avec les États-Unis, pendant longtemps, l'Arabie saoudite a refusé de le faire. Le seul moment où on a vu une petite crispation se faire, c'est récemment avec l'arrivée de MBS. Et puis, le développement qu'il y a eu sur le plan international, le rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Chine, les pays du BRICS, etc. Il n'y a que ce dernier développement qui peut laisser envisager que l'Arabie saoudite peut changer de posture. Sinon, la posture qu'elle a eue pendant longtemps, c'est une posture de pays alliés des États-Unis, y compris contre les peuples arabes, contre l'indépendance de la région et pour les intérêts stratégiques des États-Unis.